Les Grecs appelaient cette région la Mésopotamie. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale, Uruk, dans le sud de l'actuel Irak. Une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En général, ces deux fleuves assurent des récoltes abondantes à la population. Mais en cas de fortes précipitations, des trompes d'eau se déversent dans la plaine, provoquant des inondations qui ensevelissent tout sur leur passage. Cependant, les Sumériens ne se résignent pas à leur destin. Ils inventent un ingénieux système d'irrigation, creusèrent des centaines de kilomètres de canaux d'écoulement, des réservoirs, des barrages. Un réseau de cours d'eau quadrillait effectivement Uruk. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. La cité possédait au moins une porte d'eau permettant d'accéder à ces trois ports. Pour faire venir des marchandises, il fallait passer par ce goulet bien surveillé. En 1936, la Société orientale allemande engage des archéologues pour mettre au jour le bastion. Ce qui surgit du sable dépasse toutes les attentes. Uruk a vu apparaître des dizaines de grandes structures, telles que des temples, des palais ou des bâtiments publics. Ces constructions témoignent de techniques novatrices, comme ces mosaïques de cônes faisant office de décoration murale. Construite pour durer à l'aide de briques cuites au four et enduites de bitume, la Ziboura d'Ur est impressionnante. On estime aujourd'hui que la construction de sa seule base avait nécessité le travail de 1500 hommes pendant 5 ans. À 20 km de là, les cultivateurs apercevaient la résidence du dieu, leur maître. Les dessins des ruines réalisés au début du XXe siècle par Léonard Roulet, archéologue anglais, permettent d'imaginer la cité d'Ur il y a 4000 ans. Cette ville immense se situait au milieu de 4000 hectares de champs de céréales. Son port recevait les marchands venus du golfe Persique et exportait des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là vers la péninsule arabique. Une autorité centrale dominante dirigeait les travailleurs, récoltait les fruits de leur labeur, les centralisait, puis les redistribuait grâce à une sorte de système de rationnement. Vous travaillez, vous êtes nourri. C'est également une économie sans argent, ou plutôt sans monnaie. Certaines des découvertes faites par les Sumériens il y a 5000 ans sont encore utilisées de nos jours par leurs descendants irakiens. C'est le cas du bitume, une matière minérale naturelle riche en carbone que l'on utilise encore pour imperméabiliser la coque des bateaux et les toits des habitations. La Mésopotamie est une région très boueuse. Ils ont donc utilisé de la boue pour fabriquer ces tablettes en forme de coussin. Pendant que l'argile est encore humide, on écrit dessus avec un stylet. Le cunéiforme est une écriture merveilleuse, mais très compliquée. Le triangle pubien désigne la femme. 3 triangles désignent les montagnes. La combinaison des 2 signes représente les femmes des montagnes. Plus tard, les signes seront disposés en diagonale pour pouvoir écrire plus vite et plus facilement. Au fil des siècles viendront s'ajouter des signes représentant des sons et des syllabes. Ils ont imprimé dans cette argile toutes les données de la nature et de la civilisation. Et c'est ce qui explique en partie que nous ayons ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de tablettes. Ce qui est stupéfiant, c'est le nombre de passages qui manifestent un réel savoir médical, mais également des règles pratiques pour les cas d'urgence, comme par exemple en cas de défaillance circulatoire. On trouve même des analyses détaillées d'opérations chirurgicales à ventre ouvert. Je voudrais qu'on imagine comment se présentait la Babylone de Nabuchodonosor. Vous avez une zone, disons, en liaison avec le golfe Persique, dont la capitale actuelle est Bassora, et qui correspond très exactement à l'endroit où se sont développées les premières villes sumériennes. Ensuite, vous avez une zone dite des capitales, qui est l'endroit où le Tigre et l'Euphrate se rapprochent le plus, et qui est situé aux environs de Bagdad. Et Babylone est un petit peu excentrée par rapport à ce groupe, puisqu'elle est à environ 90 km au sud de Bagdad, mais s'y rattache quand même. Lorsque l'on arrivait, on voyait se profilant très loin, d'abord les palmeraies qui faisaient la richesse de Babylone et qui entouraient Babylone. Et puis ces fameuses murailles, qui étaient extrêmement impressionnantes. Il y avait un triple circuit de doubles murailles, et des fossés remplis d'eau de 50 mètres. Et on découvrait peu à peu, en arrivant et déjà très loin, le sommet des palais qui étaient crénelés de bleu.
La porte d'Ishtar, évidemment très spectaculaire. De l'émail bleu sur de la brique. Ce qui compte surtout, c'est la stricte application de la recette lors de la première phase, où l'on fait fondre ensemble du sable et de la soude issue de cendres végétales pour obtenir la frite, base de l'émail. Le four est aujourd'hui piloté par ordinateur. Comment faisaient les Babyloniens pour obtenir précisément 950 degrés? Cela reste un mystère. Voici de la frite, sorte de verre brut qui sera ensuite broyé en poudre fine. On y ajoute des quantités infimes d'oxyde de cuivre et de cobalt. C'est ce mélange chimique qui donne ce bleu lumineux. Comment les Babyloniens parvenaient-ils à doser ces oxydes de façon si régulière? Encore une énigme non résolue. Brillants mathématiciens, les Babyloniens ont utilisé les angles, les degrés, les fractions et les équations. Pour compter, ils ne se servaient pas de notre système décimal, mais d'un système à base 60, dit sexagésimal. Quand, enfant, vous apprenez à lire l'heure, si vous avez l'esprit curieux, vous vous demandez pourquoi il y a 60 secondes et 60 minutes. Cette division en 60 vient des Babyloniens. Très tôt, dès le 3e millénaire, tous les calculs en Mésopotamie se sont faits à l'aide d'un système sexagésimal. Ils n'ont jamais pris, comme nous, leurs 10 doigts pour compter. Ils se servaient d'un système à base 60. Des tablettes de géométrie prouvent que l'on connaissait déjà du temps de Nabucodonosor ce que nous appelons le théorème de Pythagore. Les Babyloniens sont les inventeurs des constellations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ce sont eux qui découpèrent le ciel selon les 12 signes du zodiaque et enregistrèrent le cours des astres. Peut-être même possédaient-ils une technique de grossissement optique, comme le suggère cet instrument, une lentille de quartz taillé. Thalès a prédit une éclipse solaire. Conformément à ce qu'il avait annoncé, celle-ci a eu lieu le 28 mai 585 avant Jésus-Christ. Il n'a pu réaliser ses calculs qu'en s'appuyant sur les archives des astronomes babyloniens. Ceux-ci avaient commencé à tenir des listes précises des éclipses, des équinoxes et des solstices à partir de 747 avant Jésus-Christ, soit 200 ans avant. Peu à peu, au bout d'une longue période d'observation, les Babyloniens ont remarqué que ces événements n'étaient pas aléatoires et n'obéissaient pas aux caprices des dieux, mais s'inscrivaient dans des schémas mathématiques complexes et sur une très longue durée. Chaque fois qu'on regarde sa montre, qu'on lit son horoscope ou qu'on mesure un angle, on fait quelque chose qui nous vient des Babyloniens. Il y a des pratiques quotidiennes élémentaires qu'on doit aux anciennes civilisations sans le savoir. Après avoir capturé les flots du Tigre et de l'Euphrate, après avoir endigué leur fureur, après s'être nourris de leur vitalité, les Sumériens plongèrent dans le néant, emportés par l'histoire, léguant à l'humanité le souvenir de leur richesse, l'empreinte de leur génie créateur et le sentiment de l'extraordinaire fragilité des civilisations.